Nous sommes le 3 octobre 1909. L'automne s'est installé sur Independence, dans le Missouri, cette petite ville prospère située à quelques kilomètres à l'est de Kansas City. L'air porte déjà le froid particulier d'une saison qui bascule. Le long de Pleasant Street, les grands ormes commencent à perdre leurs feuilles, tandis qu'une lumière pâle et fragile se pose sur une vaste demeure de briques rouges, aux tourelles élégantes, résidence de l'une des familles les plus en vue de l'État. Entre ces murs, vivent la veuve Margaret Swope, ses 7 enfants devenus adultes, et le frère de son défunt mari, le célèbre colonel Thomas Hunton Swope. Son nom a été donné au grand parc public qu'il a offert à la ville 13 ans plus tôt. Chaque jour, il prend encore le tramway jusqu'à son bureau du New England Life Building à Kansas City. Célibataire économe, immensément riche et d'une discrétion presque légendaire, le colonel est un homme absorbé depuis plusieurs semaines par une seule préoccupation, la répartition de sa fortune. En ce matin d'octobre, un médecin se trouve à son chevet. Il s'appelle Bennett Clark Hyde. 4 ans plus tôt, il a épousé l'une des nièces du colonel et est ainsi entré dans la famille Swope. À 37 ans, il est séduisant, bien introduit et très estimé dans les milieux médicaux de Kansas City. Le soir venu, le colonel sera mort. Et la capsule que le docteur lui a donnée deviendra l'objet le plus examiné de toute l'histoire judiciaire du Missouri. Thomas Hunton Swope est né le 21 octobre 1827 dans le comté de Lincoln, au Kentucky. Tous ceux qui l'ont connu décrivent un enfant studieux et introverti, calme, méthodique et peu porté sur les démonstrations. Après des études au centre-collège de Danville, il fréquente la faculté de droit de Yale sans jamais exercer la profession d'avocat. Son intérêt se tourne ailleurs, vers l'immobilier et les entreprises minières de New York et de Saint-Louis. Il y développe un instinct remarquable pour la valeur des terres et une patience extraordinaire pour les investissements à long terme. En 1857, il s'installe à Kansas City, alors encore en pleine formation. Il achète des terrains en périphérie à des prix que beaucoup jugent insignifiants et les conserve pendant des années, avec une discipline presque inébranlable, tandis que la ville grandit autour de lui. Avec le temps, Thomas Swope devient le plus grand propriétaire foncier de Kansas City. Sa fortune atteint 3,5 millions de dollars. Et pourtant, chaque matin, il continue de se rendre à son bureau en tramway comme un simple employé. On le surnomme le colonel, bien qu'il n'ait jamais eu de carrière militaire. Le titre est purement honorifique, une marque d'affection et de respect pour un homme qui, malgré sa richesse, demeure profondément réservé. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Après la mort de son frère Logan, en 1900, il s'installe dans la demeure familiale du 406 South Pleasant Street, où il partage désormais son quotidien avec sa belle-sœur Margaret et ses enfants. À l'automne 1909, le colonel a 81 ans et sent approcher la fin de sa vie. Il réfléchit sérieusement à son testament. Dans sa forme actuelle, celui-ci prévoit qu'une grande partie de sa fortune reviendra aux enfants de son frère défunt. Mais depuis quelque temps, Thomas Swope envisage de consacrer une part importante de son patrimoine à des œuvres de charité. Une décision qui réduirait considérablement l'héritage de chacun de ses proches. En septembre 1909, le colonel fait une légère chute. La blessure est sans gravité, mais elle le contraint à rester davantage chez lui. Son neveu par alliance, le docteur Hyde, commence alors à lui rendre visite plus fréquemment. Il surveille sa santé, s'assoit avec lui au salon et lui tient compagnie pendant de longues heures. Rien, en apparence, ne semble inquiétant. Pourtant, en quelques semaines à peine, la famille entière va basculer dans la tragédie. Bennett Clark Hyde est né en 1872 dans le Missouri. Fils d'un pasteur baptiste, il reçoit une excellente éducation avant d'étudier la médecine à Kansas City, où il obtient son diplôme avec distinction. Tous ceux qui le connaissent évoquent un homme au charme considérable, doté d'une belle voix et capable de réciter de mémoire de longs passages de Shakespeare. Une ancienne patiente dira même que sa voix était si persuasive qu'elle avait l'impression de lui rendre service en acceptant ses soins. Mais dès le début de sa carrière, une ombre plane déjà sur sa réputation. En 1898 et 1899, alors qu'il enseigne l'anatomie, 2 hommes sont arrêtés pour avoir pillé des tombes au cimetière Saint-Mary d'Independence. Tous 2 affirment avoir agi à la demande du docteur Hyde. Des poursuites sont engagées,
puis abandonné faute de preuves suffisantes. En juin 1905, Hyde épouse secrètement Frances Swope à Fayetteville, en Arkansas. Le mariage est très mal accueilli par Margaret Swope, qui est convaincue que le jeune médecin convoite avant tout l'héritage de sa fille. 2 ans plus tard, Hyde est renvoyé de son poste de chirurgien de police pour conduite inappropriée envers une patiente. À l'automne 1909, cependant, une réconciliation semble s'être opérée au sein de la famille. Le colonel a même offert à Frances et à son mari une maison de Kansas City. Mais Hyde sait aussi une chose essentielle. Thomas Swope envisage de modifier son testament. Et cette modification risque de réduire considérablement la part qui reviendra à Frances, et donc à lui-même. Le soir du 1er octobre 1909, James Moss Hunton, cousin du colonel et l'un des administrateurs de sa succession, s'effondre soudainement au cours du dîner. Le docteur Hyde est appelé. Il arrive avec le médecin de famille, le docteur Twyman. Les 2 hommes concluent à une attaque d'apoplexie. Hyde décide alors de pratiquer une saignée. Le docteur Twyman estime rapidement qu'une quantité suffisante de sang a été prélevée et lui demande de s'arrêter. Hyde continue malgré tout. L'infirmière Pearl Keller assiste à la scène. Peu après, James Moss Hunton meurt. Profondément affecté, le colonel regagne sa chambre. 2 jours plus tard, le dimanche 3 octobre 1909, Thomas Hunton Swope meurt à son tour, à seulement 18 jours de son 82e anniversaire. Le docteur Hyde signe le certificat de décès. La cause officielle est une hémorragie cérébrale. L'infirmière Pearl Keller n'y croit pas. Les symptômes qu'elle a observés ne ressemblent en rien à ceux d'un tel diagnostic. Le corps du colonel est exposé à la bibliothèque publique de Kansas City. Des milliers de citoyens viennent lui rendre un dernier hommage. Puis la famille commence à tomber malade. En décembre 1909, 8 des héritiers de Thomas Swope sont frappés par ce qui ressemble à une fièvre typhoïde. Le 6 décembre, l'aîné des neveux, William Chrisman Swope, meurt à l'âge de 31 ans. Ces symptômes rappellent étrangement ceux du colonel. Tous remarquent alors un détail troublant. L'état des malades semble empirer après les visites du docteur Hyde et s'améliorer dès qu'il s'éloigne de la maison. 5 infirmières sont désormais présentes au chevet de la famille. Leurs soupçons deviennent de plus en plus sérieux. Elles ont vu Hyde administrer des injections de strychnine, une substance utilisée à très faible dose comme stimulant, mais mortelle en quantité excessive. Elles ont également remarqué que le médecin et sa famille ne boivent jamais l'eau de la maison et consomment exclusivement de l'eau en bouteille. Sous l'impulsion de Pearl Keller, les infirmières adressent un ultimatum à Margaret Swope, où le docteur Hyde cesse de soigner la famille, ou elles quitteront toute la maison. Hyde est écarté. Les malades commencent à se rétablir. Margaret Swope se tourne alors vers les autorités. Les enquêteurs découvrent bientôt qu'en novembre 1909, Hyde a obtenu auprès d'un collègue une culture de bacille typhoïdique, prétendument destinée à une expérience. Un pharmacien confirme également lui avoir vendu d'importantes quantités de cyanure et de strychnine. Le 12 janvier 1910, le corps de Thomas Swope est exhumé. L'examen est confié au célèbre pathologiste Ludwig Echtoen de Chicago. Les résultats sont sans appel. Le corps contient des quantités mortelles de strychnine et de cyanure. Plus accablant encore, le cerveau du colonel ne présente aucune trace d'hémorragie. Le diagnostic du docteur Hyde est impossible. Le corps de William Chrisman Swope est lui aussi examiné. Là encore, les experts découvrent de la strychnine et du cyanure. La fièvre typhoïde est bien présente, mais à un stade trop peu avancé pour expliquer sa mort. D'autres éléments viennent s'ajouter. Un neveu affirme avoir vu Hyde jeter plusieurs capsules dans la rue. Les fragments récupérés contiennent du cyanure de potassium. Une infirmière déclare avoir senti l'odeur caractéristique du cyanure sur les mains du colonel après qu'il eut manipulé des capsules fournies par Hyde. Interrogé lors de l'enquête du coroner, le professeur Echtoen est catégorique. Selon lui, Thomas Swope est mort des suites d'un poison convulsif et paralysant, ou d'une combinaison de plusieurs poisons. Le 5 mars 1910, un grand jury inculpe Bennett Clark Hyde. Il est accusé du meurtre du colonel Thomas Swope, du meurtre de William Chrisman Swope, d'homicide involontaire dans la mort de James Moss Hunton et de 7 tentatives de meurtre sur d'autres membres de la famille. Le docteur Hyde est arrêté puis libéré sous caution. Sa femme, Frances, lui apporte un soutien absolu. Elle engage plusieurs avocats prestigieux
et hypothèque même une partie de ses biens pour financer sa défense. Le procès s'ouvre le 16 avril 1910. Le tribunal est bondé. Des journalistes sont venus de tout le pays. Pour beaucoup, cette affaire dépasse tout ce que la fiction la plus sombre aurait pu imaginer. Près de 50 témoins défilent à la barre. Les experts présentent leurs analyses. Les infirmières racontent ce qu'elles ont vu. Les pharmaciens et les médecins décrivent les achats de poison et la culture de typhoïde. La défense soutient que le colonel, âgé et affaibli, est mort d'une attaque provoquée par le chagrin. Elle affirme également que les traces de strychnine découvertes dans le corps sont compatibles avec les traitements médicaux qu'il suivait. Lorsque Hyde témoigne lui-même, il déclare avoir acheté le cyanure pour tuer des rats et des chiens. Peu de personnes semblent convaincues. Après plus de 2 jours de délibération, le verdict tombe. Le 16 mai 1910, Bennett Clark Hyde est reconnu coupable du meurtre du colonel Thomas Swope. Le 5 juillet, il est condamné à la prison à perpétuité. Frances Hyde éclate en sanglots. Mais la condamnation ne survivra pas. Le 11 avril 1911, la Cour suprême du Missouri annule le verdict pour vice de procédure et ordonne un nouveau procès. Le deuxième procès se termine par un événement étrange. Un juré s'enfuit en pleine nuit en descendant par l'escalier de secours de son hôtel. Il affirme avoir été bouleversé par la vue de sa femme et de ses enfants dans la salle d'audience et ne plus pouvoir supporter la pression. Le procès est annulé. Beaucoup soupçonnent une corruption. Un troisième procès se tient en 1913. Le jury ne parvient pas à se mettre d'accord. Nouvelle annulation. Un quatrième procès s'ouvre en 1917, mais les avocats de Hyde font valoir qu'en vertu de la loi du Missouri, un accusé ne peut être jugé plus de 3 fois pour les mêmes faits. Le docteur Hyde est libre. Sa carrière, en revanche, est détruite. Il ne pratiquera plus jamais la médecine à Kansas City. Il retourne à Lexington, dans le Missouri, où il travaille un temps comme chauffeur et mécanicien, avant de reprendre discrètement une activité médicale privée. En 1920, Frances Hyde demande le divorce. Après avoir défendu son mari pendant des années et dépensé une fortune pour lui, elle affirme qu'il est devenu amer, insultant et violent dans ses paroles. Elle obtient la garde de leurs 2 enfants et se réconcilie enfin avec sa famille. Le docteur Bennett Clark Hyde meurt subitement le 7 août 1934. Il s'est rendu dans les bureaux d'un journal local pour consulter les résultats d'une élection. Il fait quelques pas, s'effondre et ne prononce plus un mot. Il n'a jamais avoué aucun crime. Thomas Hunton Swope, quant à lui, est finalement inhumé le 8 avril 1918, 8 ans et demi après sa mort. Sa tombe se dresse toujours sur une colline du parc qui porte son nom. Un temple grec de granit blanc, gardé par 2 lions de pierre. Là repose le colonel, au cœur même du cadeau qu'il avait offert à Kansas City. Entouré pour l'éternité du peuple qu'il avait servi dans le silence durant toute sa vie.